encore la marine de guerre allemande, la parente pauvre des forces allemandes, qui fut la plus près de vaincre l'Angleterre. On se souvient que les U-Booten faillirent remporter la bataille de l'Atlantique. On a oublié que l'Allemagne faillit étouffer le commerce maritime de la Grande-Bretagne dès le tout début de la guerre, et cela grâce à la première des armes secrètes d'Hitler. Les vagues mortelles. Le 3 septembre 1939, quelques minutes après la déclaration de guerre de l'Angleterre, la marine allemande commença de poser des mines dans la mer du Nord. La plupart étaient du type bouée, comme pendant la Première Guerre mondiale. Elles pouvaient être ancrées au fond pour flotter à différentes profondeurs. Dès qu'un bateau les heurtait, elles explosaient. Cette offensive visait les routes maritimes par lesquelles passaient 50 millions de tonnes de marchandises par an. Elles pouvaient être bloquées par les mines. La route de la côte Est, qu'empruntaient des centaines de bateaux pour amener le charbon du nord de l'Angleterre vers Londres, était attaquée le plus violemment. La Kriegsmarine donna la priorité absolue à la pose de champs de mines. Toutes ces unités devaient y participer, vedettes, torpilleurs, sous-marins, qui se faufilaient là où d'autres navires se seraient fait repérer. Dans un de ces sous-marins se trouvait le capitaine Meckel. I was commanding officer of U-19 in September-October 1939, and I laid mines around Inner Dowsing lightship in the estuary of the Humber. This operation was rather successful because on 9 mines, 3 ships were sunk. The mines were loaded into torpedo tubes and pushed out from the submerged boat. Le cargo Magdeburg fut la première victime le 10 septembre au large de Aldeburgh. D'autres suivirent. Des mines furent posées en eau peu profonde. À marée basse, les chenaux ressemblaient à des cimetières de mâts et de cheminées. Le prix en vies humaines fut tout aussi élevé et un flot de survivants en état de choc commença de débarquer des navires de secours dans les hôpitaux côtiers. Fred Brodie servait sur un torpilleur. We were told to leave Harwich because the harbour entrance had been mined. And we left in Linehead formation, 3 ships. The first ship passed, well, we were told to pass to the wrong side of a certain buoy, and the first ship did pass to the wrong side of that buoy. The gypsy who was following astern of her hit the buoy and passed to the right side of it. And she immediately started to go astern, realizing that she was going into danger. We were astern of Gypsy, and we swung clear of Gypsy and went to the wrong side of the buoy. And as we passed Gypsy, she blew up. And she blew up amidships by about number 1 boiler room. And the flame and smoke all poured up out of from the forward funnel. And I could see the men running on the upper deck as she started to settle and go down. And she settled on the harbour bottom. And we passed on then. We had to get away out of it because we didn't know how many mines had been laid. And the harbour craft came out and picked up survivors. We immediately start wondering whether there are any more mines in the area and whether you're going to be the next ship to go up. It's a rather terrifying feeling. Well, for the people on board the ships, The particular nastiness is the uncertainty. You never know when a mine is going to go up underneath you. The danger is always there. You can never rest. Plusieurs navires furent endommagés par ce qui semblait être des mines, mais ne coulèrent pas. Avec de l'aide, ils parvenaient à atteindre un port. Il n'y avait pas de trous béants, mais les plaques d'acier étaient fendues comme des écailles d'œufs. C'était comme si un marteau pilon avait frappé le navire. En cale sèche, l'eau sortait comme d'une passoire.
Sur ce tanker, une lourde paravane en acier avait été brisée en deux. Pièces de fonte brisées. Un levier de gain d'eau brisé. Des rivets arrachés. Les gens parlaient d'un nouveau type de mine, une nouvelle arme secrète. This may be someone's much heralded secret weapon. If so, I must concede him the first round. But this is going to be a combat where only the last round ends and there will be no need for any referee to decide who has won that. La guerre des mines dépendait d'une base de la Royal Navy à Portsmouth, HMS Vernon. Les officiers y rassemblaient les preuves éventuelles de l'existence d'une arme nouvelle. Parmi eux, le capitaine de corvette ouvrit. One of the ships was heavily damaged, but was not sunk. And then again, the Belfast was not holed, but her back was broken. Therefore, it seemed that something had exploded, not in contact with her hull, but clear of her hull, and that it was the influence of the ship that had caused the mine to explode. Une telle mine était connue sous le nom de mine à influence. Pendant ce temps, les dragueurs de mines britanniques avaient dragué la mer du Nord dans l'espoir de trouver une telle mine intacte. Ils employaient la méthode de dragage usuelle, un câble remorqué à partir d'un flotteur loin derrière et sur le côté du navire. Le câble peut être immergé à différentes profondeurs, de façon à couper l'orin des mines ancrées, les forçant ainsi à faire surface. Ils récupérèrent un tas de mines, mais toutes du type à contact. Aucune mine d'influence. Les mines allemandes échouées sur la côte Est étaient inspectées par les équipes de HMS Vernon. En octobre et novembre, ils en inspectèrent plus de 200. On vidait les poches de tout objet métallique dans le cas où la mine aurait été magnétique. Mais elles étaient toutes à contact. Les pertes en navire pour les 2 premiers mois totalisaient 200 000 tonnes. Mais ce chiffre ne donne pas une idée exacte du dommage fait à la nation. La Grande-Bretagne devait importer 1 million de tonnes d'approvisionnement par semaine pour nourrir la population et l'industrie de guerre. Des douzaines de bateaux devaient entrer et sortir des ports tous les jours pour charger et décharger. Des convois qui avaient peiné à travers l'Atlantique avec leurs précieuses cargaisons risquaient la destruction juste au moment d'aborder leur port d'attache. Les mines étaient délibérément mouillées dans les passes étroites où les bateaux devaient se concentrer. Dès qu'un bateau était frappé, toute la zone devait être fermée en attendant que des chenaux soient dragués. Plusieurs ports de la côte Est furent fermés pendant des jours, ainsi que Liverpool. Et pendant que les bateaux attendaient à l'ancre, ils devenaient des proies faciles pour les sous-marins allemands. À partir de novembre 1939, une nouvelle menace s'annonça. L'aviation allemande reçut l'ordre d'attaquer les convois, spécialement le long de la côte Est. En novembre 1939, la guerre des mines tourna à la crise. Le 13 novembre, le croiseur HMS Adventure sauta dans l'estuaire de la Tamise, en même temps que son torpilleur d'escorte Blanche et 4 autres navires. Le 15 novembre, le vapeur hollandais Bolivar. Le 16 novembre, le paquebot japonais Terukumi Maru. Le 20 novembre, le croiseur Belfast brisé en deux. Le 21 novembre, le navire italien Fianona. Avec 15 navires coulés en 5 jours, la Humber était bloquée. 70 navires étaient immobilisés dans la Tamise, 200 au large de Douvres. Ici, le dragueur de mine Aragonite, la dernière victime dans cette recherche frénétique
de la mystérieuse mine. Le 20, le Mastiff, un chalutier converti en dragueur, sauta en essayant de remonter une mine dans ses filets. Le même jour, le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill, s'adressa à la nation. We are in a very different position from that we were in 10 weeks ago. We are far stronger than we were 10 weeks ago. We are far better prepared to endure the worst malice of Hitler and his Huns than we were at the beginning of September. Plein de confiance en public, en privé, Churchill était soucieux et il convoqua une réunion de crise à l'amirauté. À moins de trouver rapidement un moyen de draguer cette mystérieuse mine, on courait à la défaite. Mais pour inventer un moyen de draguer, la Navy devait trouver un spécimen intact. À n'importe quel prix, ajouta Churchill. C'est alors, dans la nuit du 21 novembre, que les Allemands frappèrent ce qui aurait pu être un coup mortel. La pose de mine par avion. Les observateurs à la côte Est signalèrent des parachutes avec au bout ce qui ressemblait à des sacs de marins. La nuit suivante, on en vit un mouillé dans l'estuaire de la Tamise. I was sitting at the DMS, Director of Mine Sweeping's office, and at about 10:30 to 11, he told me to go and get a bit of sleep. So I went down to a hotel in Northumberland Avenue, and after about half an hour, I had a telephone call saying, proceed to the Admiralty as soon as you possibly can, join up with Lieutenant Commander Lewis, and you'll be required to go down to Shoebury-Ness with him and deal with what is thought to be a German mine. They were intending to drop the mines in Southend Roads where there were a lot of merchant ships at anchor. These two landed on a mud flat, part of the inter-service artillery range manned by the Army at Shoebury-Ness. So we had Army personnel available as working party, we had workshops available, we had transport available which could operate on the mud, we had photographers available, we had every single facility that we could possibly have. They couldn't have chosen a better spot so far as Great Britain was concerned. There we met Commander Mayton, who was all ready for us with waders and coats and torches and about 10 soldiers with more lights and ropes, and were told that there was almost certain to be a mine visible about 400 yards out from where we were, and that a soldier who had seen this mine fall into the water, or rather drop into the water under a parachute, had a pretty good idea where it was, and he would lead us out to this mine. I felt utterly and absolutely excited to the nth degree. Well, I mean, we had been working for 24 hours, the situation was serious, and here was our goal approaching in the dark. It was a wet night, and there was no light, so it was all rather a sort of ghostly slosh across the mud. Nous avons reconstitué ce qui se passa cette nuit-là et le jour suivant avec la mine originale et du personnel de l'armée et de la Navy. The Army who were with us with their torches as soon as we could locate the mine, and Uwe and I just walked on alone, feeling very, very lonely people. We looked at it extremely carefully. Now this I largely left to Uwe because he was far more qualified at pulling mines to pieces than I was. In fact, I had never pulled a mine to pieces in my life. There were two fittings on the top of the mine, which obviously had to be removed to render the mine safe. One was made of brass, with a small brass spindle sticking out of it, was pretty obviously a hydrostatic valve. The other one I did not recognize. It was polished aluminum with a brass securing ring and a little copper strip sticking out of it. Now this really worried me because I'd never seen anything like it before. This
to me, is going to be public enemy number one. Lewis pulled a signal pad out of his pocket and made a rubbing of this fitting. The idea being that we could then have a pin spanner made at the workshops ashore, and when daylight came, we'd have a spanner, at least we could unscrew that particular fitting. By this time, a chief petty officer and an able seaman from Vernon with some mine recovery tools had arrived, and Ouvry and the chief petty officer, Chief Officer Baldwin, decided to form one team and remove the first fitting, and the able seaman and I were to watch very carefully at a reasonable distance and make notes of what we thought they were doing. C'était un enjeu terrible. Les ordres étaient de récupérer la mine à n'importe quel prix. When we got to the mine, I really wasn't afraid as such, but just absolutely keyed up and determined. What I was worried about was that aluminium fitting. Got hold of it with my hand and very carefully lifted it up. I thought it might be a magnetic needle or some magnetic device, so I lifted it up very slowly so as not to move it quickly in the Earth's magnetic field. I thought that might be fatal. When I got it clear of the mine itself, I saw underneath a polished cup screwed into the bottom of this fitting, which was aluminium. And that I recognized as a GAIN, or form of detonator. If the mine had gone off, Ouvry and Baldwin would have disappeared too. An explosion like that, in that mud, would, I should think, make a hole about a cricket pitch in diameter and about 6 or 7 feet deep. The next thing I should do was to call in Lewis and Burncombe, the able seaman, turn over the mine and start on the two fittings underneath. Le ressort dans la partie arrière servait à éjecter le parachute. Quite easily removed with 4 screws, and underneath there was a fitting which we didn't recognize,
and we had to use quite considerable force to get this out. Underneath that was another screwed bung, on the top of which were two little blocks with terminals on them with coloured wires. And they led into the body of the mine. And so I parted those by twisting and then insulated them. Screwdriver. Now we had to remove this, what looked really like a detonator carrier, but I wasn't sure. And I did this with a large screwdriver sent up from Vernon, non-magnetic screwdriver. This came away quite reasonably easily, and when I got it clear, I saw on the bottom of the thing a German detonator, which I recognized. And we were absolutely delighted, because now we'd apparently to remove two dangerous things from the mine, one an unrecognized detonator, and now an ordinary detonator. We felt on top of the world at that moment. Under the spring was a recognized priming charge, which is necessary to explode the main charge when the detonator itself is fired.
not much difficulty in unscrewing the keep ring and lifted this thing out. And it was connected by something inside the mine by 5 colored leads. These we severed as usual and insulated them. And now we had the fittings clear of the mine, and we looked upon our job for the moment as complete. The next thing to do was to send the mine ashore, so I signaled to the soldiers on the beach to send out a Caterpillar tractor with a crane, and very shortly they came out and loaded the mine onto the tractor. We ourselves then walked inshore with our 4 fittings. It was rather like you feel after you've finished some intensely physical exertion and won. La mine arriva à Portsmouth le lendemain soir, le 24 novembre. On la déposa au laboratoire à HMS Vernon, où un petit groupe de techniciens allait finalement trouver comment elle fonctionnait. Cette découverte devait rester secrète. Churchill avait donné l'ordre de travailler jour et nuit. En l'occurrence, une nuit fut suffisante. On enleva un anneau de serrage qui découvrit un panneau arrière fixé par des boulons. On trouva un dôme en aluminium serré dans un diaphragme en caoutchouc. À ce moment, les experts pensaient qu'ils allaient découvrir un mécanisme acoustique déclenché par le bruit d'un bateau. Mais sous le dôme, on trouva une échelle graduée avec le mot Gauss. Gauss est l'unité de mesure du magnétisme. La mine était magnétique. Le mécanisme était suspendu à un cardan dans un cadre en aluminium. À l'intérieur de cette boîte oblongue, il y avait une aiguille magnétique plate, agissant comme une boussole, mais dans un plan vertical et non pas horizontal. Cette démonstration montre comment cela fonctionne. Des bateaux en acier agissent comme des aimants. Quand un navire passe au-dessus de la mine, l'aiguille est attirée vers le bas, ferment un circuit électrique et la mine explose. Le dernier accessoire sorti par Ouvry était en fait un mouvement d'horlogerie. Quand la mine tombait à la mer, de l'eau pénétrait dans la valve hydrostatique et la pression mettait le système en marche. Celui-ci fonctionnait pendant 24 minutes avant de fermer le circuit électrique. Mais le détonateur devait être armé, c'est-à-dire mis en contact avec la charge relais qui doit éclater pour faire exploser la charge principale. L'armement est réalisé par la pression d'eau. Lorsque l'eau passe dans la valve électrostatique, celle-ci pousse une platine. Cette platine presse le ressort qui agit sur un poussoir qui amène les anneaux du relais autour du détonateur. Le détonateur étant armé, la batterie mise en circuit par horloge, il ne faut plus que le passage d'un navire pour dévier l'aiguille vers le bas, ce qui ferme le circuit et fait sauter la mine. Le premier accessoire enlevé par Ouvry n'avait rien à voir avec ce circuit. C'était un détonateur auxiliaire destiné à empêcher un ennemi de récupérer la mine. La bandelette en cuivre au-dessus était une sécurité. On aurait dû l'arracher avant de lancer la mine. Si elle tombait à la mer, la pression de l'eau la mettait hors circuit. Si elle tombait sur la terre ferme,
Après 7 secondes, la moindre secousse la faisait détonner et avec elle la mine. Rarement, si peu d'hommes avaient remporté une si éclatante victoire. Le 19 décembre 1939, le roi George VI visita Portsmouth et HMS Vernon. Il octroya les premières décorations navales de la guerre. Lewis reçut la Distinguished Service Order comme ouvrier, Baldwin et Verncombe reçurent la Distinguished Service Medal. Maintenant que la mine avait livré ses secrets, le plus urgent était de trouver une méthode de dragage. En 5 semaines, 5 méthodes différentes furent expérimentées. Ils essayèrent tout d'abord le remorquage d'un câble tendu entre 2 bateaux. Pendu au câble, il y avait des barres magnétiques. L'idée était de remorquer les barres magnétiques au-dessus du fond, espérant qu'elles mettraient la mine à feu. Ce dragage amorça une mine le 30 novembre, mais il y avait de sérieux inconvénients. When the magnets were together on board before putting overboard, they all stuck together. When you were sweeping, the magnets were supposed to be 6 feet from the bottom, and as the tide rose and fell, you had to take the sweep all together in, adjust the length of the pennants, and then put it out again. So that it was, from a seamanship point of view, a thoroughly nasty job of work, and we dubbed it the boatswain's nightmare. 3 jours plus tard, ils utilisèrent un navire non magnétique qui remorquait une barge avec un électroaimant alimenté depuis le navire, ce qui créait un fort champ magnétique. Cela faisait détonner les mines de façon parfaite, mais souvent la barge était coulée. Alors ils essayèrent le navire démineur, c'était un charbonnier transformé. Il avait un électroaimant dans l'étrave pesant 500 tonnes. Il devait projeter un champ magnétique vers l'avant et faire sauter les mines bien en avant du navire. Il détruisit sa première mine le 4 janvier 1940, mais chaque fois subit de gros dégâts. La contribution de la RAF était la hantise des pilotes. Des bombardiers Wellington, équipés d'une bobine magnétique de 2,5 tonnes et alimentés par une grosse génératrice. Ce système détruisit sa première mine le 8 janvier, mais obligeait à voler au ras de l'eau, avec le risque de voir l'avion sauter avec la mine. Son usage fut vite abandonné dans les eaux anglaises, et ces appareils passèrent le reste de la guerre à draguer le canal de Suez. Il fallait trouver une drague, n'endommageant pas le dragueur. Entre-temps, le docteur Charles Godive, un savant canadien devenu marin, eut une autre idée. Un navire non magnétique devait remorquer 2 câbles, un long et un court, ayant une électrode à leur bout, l'une positive, l'autre négative. Un courant venu du navire devait passer de l'un à l'autre en passant par l'eau de mer qui fermait le circuit. Le champ magnétique ainsi créé devait faire sauter les mines sans danger pour le navire. Ils l'appelèrent le dragage en double L. Mais est-ce que cela marcherait? Sir Charles Godive. The secret of the double L sweep was that the currents partly went through cables and partly went through the sea. You could control what went through the cables, but you couldn't control what went through the sea. You had to do what it wanted itself. And that was the question, what would it do? So we had to determine that. Actually, Lord Charwell, who was an advisor to Winston Churchill, his scientific advisor, did some calculations and showed that the current through the sea would go the long way and compensate everything that was being done in the cables. L'expérience cruciale destinée à prouver la fiabilité du dragage double L eut lieu un matin de décembre sur le Canoe Lake à Southsea. I don't know of any other lake, Pleasure Lake, which is filled with salt water. But salt, of course, has a very big effect on the conductivity of water. In fact, if there's no salt, there's practically no conductivity at all. You couldn't operate the double L in a freshwater river, for example, here, because it doesn't conduct the current well enough. Ce matin de décembre, les passants durent être surpris de voir des marins qui semblaient jouer avec des bateaux miniatures. Cela, c'est ce que le public voyait. Ces marins faisaient partie d'un plan de couverture.
On leur avait dit qu'ils essayaient une méthode pour détecter les bateaux ennemis. Pendant ce temps, la vraie expérience avait lieu. Sur le fond du lac, il y avait 2 câbles connectés à des batteries chargées dans un camion. Quand les marins eurent créé assez de diversion, les assistants de Goudive ramèrent vers l'endroit où se trouvaient les 2 câbles. Dans le bateau se trouvait une boîte connectée à l'unité magnétique de la mine de Schaubagnes. Quand la tension fut appliquée, le courant parcourut le câble exactement comme Goudive l'avait prévu. L'instrument de mesure montra que le champ créé était suffisant pour détonner la mine. So we were able then to go and report at once to the Admiralty Committee that this was a winner, that we could go ahead now. And we got to go ahead that day. That was the day that Lord Charwell also put in a report saying that it wouldn't work. Pour cette expérience, les câbles étaient sur le fond du lac, la mine en surface. Mais dans la réalité, il fallait des câbles en surface, des câbles flottants. On n'en connaissait aucun. Il fallait pourtant progresser. We had to tow 500 yards of 1-inch electric cable supported by a series of spars tied together with wire strops, and towing 500 yards of that round the Thames estuary and getting it off a beach with groins and breakwaters on it in the very cold winter of 1939-40 was a thankless task and an impossible task, and we never got it over a mine. Un appel désespéré fut lancé à 2 fabricants de câbles britanniques. Tous 2 trouvèrent une solution. L'un d'eux fit flotter le câble grâce à des balles de tennis. Le premier câble flottant fut prêt en 3 semaines et l'on passa à la fabrication en série. Au début de février, le dragueur double L était à la mer. Le dragage fit exploser sa première mine le 10 février 1940 au large de Yarmouth. Plus tard, on utilisa 2 navires remorquant chacun 2 câbles. Les bateaux envoyaient des impulsions synchronisées pendant 6 secondes chaque fois. Cela suffisait pour faire exploser toutes les mines. Chaque impulsion nettoyait un demi-kilomètre carré environ du fond de la mer, laissant un chenal large de 300 mètres que les autres navires pouvaient suivre en toute sécurité. La méthode double L supplanta les autres. Pour l'appliquer, 300 dragueurs furent construits immédiatement. Cependant, magnétiser les navires. Les lignes de force du magnétisme terrestre sont représentées ici par des lignes blanches. La force d'un champ est représentée par le nombre de lignes. Plus il y a de lignes, plus fort est le champ. La mine allemande était réglée pour rester inactive dans le champ terrestre normal. Mais un navire en acier agissant comme un aimant renforce le champ au-dessous de lui. Mesurée en unité nommée milligauss, la force du champ sous le navire peut être traduite en courbe. Cette courbe est connue sous le nom de signature magnétique du navire. La mine allemande était réglée pour sauter à 50 milligauss. Ce réglage faisait qu'elle explosait sous la plupart des navires. Démagnétiser un navire revenait donc à abaisser sa signature magnétique en dessous de 50 milligauss. Quelques jours à peine après la récupération de la mine de Schaubagnes, des essais furent faits sur le croiseur Manchester. Ils démontrèrent que le champ magnétique du navire pouvait être neutralisé en fixant un solénoïde de cuivre autour de la coque et en y faisant passer un courant électrique. Il était temps. Le 4 décembre, une mine endommagea le navire amiral Nelson à l'ancre à Lockwood. Cette explosion vexa l'amirauté, mais aussi la stimula. Le 10 décembre, elle ordonnait de fixer des bobines sur tous les navires de guerre. Toute la production de fils de cuivre de la Grande-Bretagne fut réquisitionnée. On commença également à équiper les navires marchands. Un des premiers fut le paquebot Queen Elizabeth. La date de son premier voyage vers les États-Unis au début de mars 1940 fut tenue secrète. Lorsqu'il arriva à New York, la bobine était visible autour de son étrave. Et la presse en parla.
Les Allemands surent alors que des contre-mesures étaient prises, mais cette publicité avait un effet tonique sur le moral des Alliés. On trouva un nouveau mot, dégausser. Et les marins apprirent bien vite sa signification. Donald Yollet était un officier dégausseur. The chap had quite a small ship, had a degaussing coil on, and he came alongside the quay and switched off his degaussing coil and blew himself up. There was a mine nearby. In other words, he was quite safe while it was on. When he switched off, his field increased by a power of about, a multiplication of about 5, which was enough to trigger the mine. Pour connaître l'intensité du courant à faire passer dans les bobines, il fallait mesurer avec précision la signature magnétique des navires. Des stations de dégaussage étaient établies à l'entrée des ports. Elles consistaient en un réseau de détection, comme celui-ci, posé sur le fond et relié à une station sur la rive. Des instruments mesuraient le champ magnétique créé par le navire. Ce champ était photographié immédiatement. Cette photo permet de voir la forme de la signature magnétique du navire. Au fur et à mesure que les données s'accumulaient, la technique du dégaussage se développait. Un autre technicien attaché à Vernon, Sir Edward Bullard. We started off with the obvious idea of tying wires around the outside of the ship and demagnetizing it so the ships wouldn't fire the mines. And this turned out to work very well, but not unexpectedly. The wires were washed off the outside of the ship by the waves, and we had to keep replacing them. And then we gradually shifted them a little higher up the ship and found they still worked. We came round just on the deck inside the rails and found they still worked. And one day we said, well, why don't we try it inside? And we found that worked too. And then suddenly one day I realized that if we'd known anything about electromagnetism, we should have seen this from the start. I've never had such a red face in my life as when I suddenly realized that you could even put the things in steel tubes and it would still work. It wouldn't be screened from the outside. Extraordinary gap in our knowledge. I think the reason was that most physicists were interested in other things and none of us really knew much about the problems. La modestie scientifique ne peut cacher la valeur du dégaussage qui sauva d'innombrables bateaux et encore plus de vies humaines. I myself have seen a merchant ship's crew refuse to put to sea because the DG coil had been damaged and was out of action due to manoeuvring tanks in the hold. And the tank had gone through the coil. And they literally refused to go to sea until something was done. Fortunately, the electricians were able to work all night and get this car repaired, because I personally spoke to the chief engineer, who said he considered it as no joke because he'd been in the sea twice through mining. He didn't reckon he'd survive the third time. Installer 200 bobines par semaine était trop lent pour 10 000 bateaux existants. Les caboteurs étaient d'ailleurs trop petits pour avoir en permanence l'énergie nécessaire. Or, c'étaient eux les plus menacés. Encore une fois, la solution fut apportée par le docteur Goodeve. En janvier 1940, il avait inventé un procédé très simple pour démagnétiser. Le navire venait accoster à une station de dégaussage. Un câble était fixé le long d'un côté de la coque et plongé jusqu'à la quille. Flash 1000 amps. Un courant très intense était lancé dans le câble. Lorsque le câble était remonté, le courant neutralisait le magnétisme dans les plaques d'acier. Le procédé était connu sous le nom de wiping ou nettoyage. Cette protection n'était garantie que pour 6 mois, mais on pouvait nettoyer plusieurs petits navires par jour. Le dégaussage fut exécuté sur une grande échelle. En 5 mois, 1000 navires furent nettoyés, 2000 équipés de bobines. I had about 50 labourers of various kinds, as well as the crew of the vessel, and we worked them as long as they could work.
till 10 or 11 o'clock at night, and they turned to about 6 in the morning. Saturdays, Sundays, all days. En mai 1940, environ 1000 petits bateaux cinglèrent vers Dunkerque pour sauver le corps expéditionnaire britannique. Les eaux peu profondes le long des plages étaient propices aux mines magnétiques. Beaucoup de bateaux n'avaient pas de bobines de dégaussage. Tout le personnel de Vernon fut mobilisé, techniciens, marins, ouvriers. En 4 jours et 4 nuits, ils dégaussèrent 400 bateaux par le procédé de nettoyage. Le résultat confirma la valeur des efforts déployés pendant les 6 mois de fièvre qui séparaient Dunkerque de Shoeburyness. Des 235 bateaux perdus à Dunkerque, seulement 2 sautèrent sur des mines. La coopération entre savants et marins, forgée au cours de la lutte implacable menée contre les mines magnétiques, contenait la promesse de victoire encore plus grande dans l'avenir.